merci d'être nombreux. On va vous parler nous, du self-service BI aujourd'hui. Moi, je suis Clément Burnel, je suis accompagné de Céline Ménétret et Adrien Brochotto, on travaille tous dans la même équipe, et on représente RMA. Quelques petites slides en introduction, on va faire assez rapide parce qu'on va perdre un peu de temps, sur ce qu'est l'entreprise Ressources Mutuelles Assistance, pour que vous compreniez bien par la suite la démo qu'on va faire à propos du self-service BI. Donc RMA, on est une mutuelle, c'est une mutuelle, on est régi par le livre 2 du Code de la mutualité. On est historiquement placé sur le secteur d'activité sur l'assistance santé. Je vais prendre un exemple plus rapide pour vous expliquer ce que c'est l'assistance santé. Si malheureusement vous a et vous revenez chez vous, vous êtes immobilisé pendant un certain nombre de temps, vous pouvez appeler votre complémentaire santé qui délègue un service d'assistance et c'est là où on intervient pour pouvoir vous mettre en place des prestations de ménage, de développement des enfants, des taxis, des choses comme ça. Donc ça, c'est notre cœur de métier, donc on a un plateau téléphonique. Voilà. On fait ça depuis une vingtaine d'années. On s'est ouvert aussi maintenant dans la coordination de service. Et ce qu'on fait aussi, c'est de l'écoute conseil dans l'intention. Quand on a des gens au téléphone, on n'est pas que en place des solutions pour eux. On peut aussi les écouter, leur proposer des conseils, puis les orienter vers d'autres organismes complémentaires à ce que nous, on peut leur proposer. RMA, on est attaché au groupe VIV, pour ceux qui savent pas. Le groupe VIV, c'est le premier acteur mutualiste de santé en France, et un Français sur 6. Le groupe VIV a à peu près 5 ans, donc on est l'assisteur du groupe VIV. Et du coup, on partage des valeurs avec notre réseau de prestataires avec qui on fait appel pour mettre en place des prestations. Je citais des exemples tout à l'heure. Et nos valeurs, c'est l'éthique, la solidarité et la proximité. Et on est très exigeant avec eux sur ces valeurs, et c'est pour ça qu'on fait appel la plupart du temps à des acteurs de l'économie sociale. Une petite slide, je vais passer rapidement, donc c'est pour les références. Je disais, on fait partie du groupe VIV qui est au centre. Principalement, deux groupes VIV, c'est Harmonie Mutuelle et NGEM, la MNT également. Et après, on est aussi acteur avec d'autres mutuelles de santé avec qui on traite en direct. RMA en chiffres, donc à aujourd'hui, en tout cas, on a 250 collaborateurs. On a un petit peu moins de 100 organismes clients. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 34 millions d'euros. On a 2 sites, et surtout pas très loin d'ici à Vertou, et on est en train d'en ouvrir un autre qui est à Petit Tour. Et d'autres chiffres, juste pour l'activité, on reçoit à peu près 2000 appels par jour, 2000 appels reçus, 2500 appels traités, ce qui génère 1000 dossiers d'assistance créés. Et sur ces 1000 dossiers d'assistance, on fait intervenir plus de 500 sortes de missions qui partent pour faire intervenir des prestataires. 11 millions de personnes protégées, donc à peu près un Français sur 6. Donc sur peut-être probablement français les données qui peuvent faire appel à nous. Et on affiche un taux, là, un taux de satisfaction, on est assez content, c'est 95%. Les personnes qui nous contactent sont satisfaits de l'entreprise. Je disais, on est une équipe, je représente donc le pôle statistique informatique décisionnel de RMA. Il est composé de 4 collaborateurs. On est en charge, on nous appelle pôle data, au sein du pôle statistique informatique décisionnel qui est un petit peu par 4 personnes. Donc on est en charge de data. On a en charge l'automatisation du calcul des indicateurs. On nous demande aussi d'éditer les reports, de mettre à disposition le bord de direction de l'entreprise. Et on peut nous demander aussi ponctuellement des petites analyses statistiques. Pour cela, vu qu'on s'est équipé d'un logiciel avec qui on collabore aujourd'hui, depuis l'été 2020, on a acquis une première licence. En juin 2021, on a le logiciel aux collaborateurs de l'entreprise. En fait, on a un an, c'est pas un an vraiment de travail de création de tableau de bord.
C'est juste que pendant ce temps-là, en fait, RMA est en train de vraiment se digitaliser. On a lancé un CRM pendant toute cette période au printemps 2021. Et du coup, nous, de notre côté, pour les statistiques, on s'est armé d'un système d'information décisionnelle. Donc, pendant ce temps, entre 2020 et 2021, on a créé nos data et nos data marks pour pouvoir justement dire dash se peut dessus. Depuis 2021 et l'ouverture, on a créé à peu près une trentaine d'écrans, une trentaine de tables de bord. Et la dernière nouveauté dont on va vous parler aujourd'hui, c'est la mise en place du self-service BI, mis en place depuis le projet a été lancé au printemps et mis en place. Je laisse Sarah. Merci Clément. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Céline. J'interviens ici aujourd'hui en tant que chef du projet sur le self-service BI à RMA. Et voilà, donc pour commencer, le self-service BI, c'est quoi? Donc, l'idée, c'est une fonctionnalité qui va permettre à vos utilisateurs de pouvoir faire des analyses en toute autonomie pour pouvoir faire leur propre data viz. OK? Parce que là, c'est clair. L'idée, c'est que ce soit les experts data qui préparent la donnée, les périmètres que les différents utilisateurs ensuite vont pouvoir jouer avec et créer leur propre data visualisation pour faire leurs analyses. Les principaux objectifs que nous on a identifiés sur ce projet-là, ça a été la réactivité pour les sujets urgents. Ils ne sont pas obligés de passer par nous, par du ticketing avec un délai de traitement plus ou moins certain. De l'autonomie, bien sûr, pour nos différents métiers. Du coup, ils vont pouvoir donner plus de valeur à leurs données. Étant donné que c'est des sachants qui vont avoir accès à ces données directement, ils vont pouvoir jouer avec les dashboards. Et puis, ça va leur permettre d'accélérer les décisions au niveau de l'entreprise et au niveau des différentes équipes. En plus, chez nous, on a beaucoup de personnes qui vont passer par Excel, qui vont faire beaucoup d'exports, outils, vont essayer de recroiser les données par ailleurs. L'idée, ça va être de centraliser un peu tout ça dans un même outil. Donc, ça ne va pas se faire une seule fois, mais l'idée, c'est de diminuer les exports et les retraitements dans Excel au sein de nos collaborateurs pour passer de plus en plus vers l'outil Dash et tout centraliser nos indicateurs sur cette plateforme. En bonus, si on peut éventuellement réduire le nombre de sollicitations vers le pôle data, étant donné que les métiers auront plus d'accès, plus de simplicité à exploiter des indicateurs et de la donnée, potentiellement, on peut faire moins de sollicitations vers le pôle data et néanmoins, faire bien sûr le support de la nouvelle fonctionnalité. Donc, le self-service BI, c'est pour qui? Donc, chez nous, on a choisi de cibler cette fonctionnalité à une population d'analystes. Donc, des gens qui sont habitués à manipuler de la donnée. C'est un choix qu'on fait en étape 1, parce qu'on ne veut pas aller trop vite sur cette nouvelle fonctionnalité. On veut d'abord bien la roder chez nos utilisateurs qui sont déjà bien habitués à manipuler. Et ensuite, récupérer tous leurs retours utilisateurs pour améliorer ce qu'on leur a mis à disposition. Et ensuite, dans un second temps, on pourra passer d'autres étapes, notamment aller vers des utilisateurs métiers qui savent juste faire un petit peu de Excel et qui vont là potentiellement jouer avec l'outil. Dans un premier temps, on y va doucement, pas à pas, pour mener ce projet-là. Côté équipe data, nous, notre rôle, ça va être de garantir la cohérence des données pour la maintenance, l'évolution et le support. On a d'autres outils, nous, qui nous permettent de faire du dashboarding, donc on n'utilise pas directement cette fonctionnalité-là. Côté Deep Dash, les possibilités que nous, on a explorées pour donner plus d'autonomie à nos utilisateurs, la première, c'est l'analyse ad hoc.
L'analyse ad hoc, c'est le premier tableau que vous voyez sur l'écran. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on leur met à disposition une visualisation préconstruite avec en axe, en indicateur, quelques trucs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que via du paramétrage dans Ditache, très simple, on va pouvoir leur ouvrir le petit bandeau qui se trouve à gauche. Et avec ce bandeau-là, ils vont avoir toute la latitude pour jouer avec l'outil, changer les axes d'analyse, changer les indicateurs et pouvoir jouer avec leur database. C'est le premier axe et c'est là-dessus qu'on va axer la démonstration juste après. Et le deuxième axe, c'est le requêtage en langage naturel, qui est aussi une possibilité de Ditache, sur lequel on est en cours de test, où là, on est plus sur une option, on va faire à la mode Google, taper des mots-clés dans une barre de recherche, et l'outil Ditache va proposer lui-même des graphiques et des tableaux qui pensent pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc c'est un autre mode d'autonomie. Donc on va passer à la démonstration avec Adrien. Et juste après, on va parler des différentes étapes qui ont été mises en place au niveau du projet pour arriver à ce final. Merci Céline. Bonsoir à tous. On s'est dit qu'après une dizaine de slides PowerPoint, ce petit cours, on va essayer de faire une partie de l'histoire. Quoi de mieux une petite démo. Donc, ça va très tarder à apparaître. Et on retombe sur nos pattes. Du coup, un collaborateur RMA, quand il a une licence Ditache, il va tomber sur cette page d'accueil. En fonction de son poste et de ses prérogatives, il va avoir accès à un ou plusieurs items, voire l'ensemble des items. Et nous, on va faire un focus plutôt dernier de la famille, le self-service. Donc, si on clique, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut s'attendre d'avoir tout de suite un trafic énorme. Là, il y a un premier parti pris. En fait, ici, vous avez un début d'explication. En fait, il y a un enjeu qui va être fort, c'est de s'assurer d'un taux d'adhésion extrêmement élevé chez les équipes métiers, en fait. Donc, dans un premier temps, un des enjeux, ça va être de les accompagner. Donc là, vous avez un exemple. Ici, tout simplement, on va décrire les trois onglets ici qui correspondent à trois axes d'analyse. Le premier, activité RMA, c'est à une échelle macro. Le deuxième, c'est téléphonie. Une téléphonie correspond généralement à un produit. Et enfin, on a une dernière ici, on a une granularité plus fine en termes d'analyse au niveau équipe. Donc ça, juste pour terminer là-dessus, pour s'assurer d'un taux d'adhésion extrêmement élevé, tout le self-service a été pensé en collaboration, de façon participative avec les équipes métiers. Donc ils utilisent ça de manière quotidienne, mais en plus, ils ont connaissance non seulement des indicateurs, mais aussi de l'interface. Ça marche, donc il y a un premier niveau de familiarisation avec l'outil. Donc cette fois-ci, si je clique sur le premier onglet, je bien un tableau. Ici, donc, on va essayer d'utiliser un cas d'usage qui va nous servir de support et de fil rouge un peu à la démonstration pour vous montrer les potentialités de l'outil. Il y a aussi des discussions qu'on souhaite voir émerger au sein des équipes métiers. Le cas d'usage, il va être assez relativement pratique en fait. Service. Le premier service, c'est l'assistance. Vous sortez de l'hôpital, vous rentrez chez vous, vous avez besoin d'aide à domicile. Nous, on va pouvoir mettre ça en place. Ça contient les trop de volumétrie. Le deuxième type de service, c'est ce qu'on appelle ECO. C'est l'acronyme pour écoute, conseil, orientation. Et en fait, on sait que le parcours de soins est de plus en plus compliqué, je vous apprends rien. Et nous, on a du personnel qui écoute le téléphone et qui est extrêmement compétent et expert sur ces questions-là et en capacité de vous apporter un niveau de réponse pertinent très rapidement. Donc, ça a été vu comme une plus-value pour l'entreprise et ça a été fixé par la direction comme un objectif pour l'année 2023, à mettre en œuvre dès le début
ici, en fait, vous allez voir concrètement, ici l'année 2022-2023, ici on a une volumétrie à peu près moyenne de 3000-3300. Et ici, on passe très vite, dès que l'objectif a été fixé par le comité de direction, on passe tout de suite à une volumétrie de 5000, 4000, voire des fois 6000. Donc là, on va faire une petite pause et on va s'arrêter plutôt sur l'interface de l'outil. Au niveau de l'interface, vous allez être utilisé pour on retrouve l'ensemble des dimensions. À chaque fois, on a fait un effort. Si vous voyez ici, il y a un petit onglet à chaque fois qui permet de décrire un peu le fonctionnement de l'outil. Donc sur les axes d'analyse, dimensions, les indicateurs. Donc les dimensions, nous, ça sera les axes d'analyse, on est plutôt sur une notion de temporalité. Donc, par exemple, si on prend le trimestre, voilà, et quand on le fait glisser, vous allez tout de suite voir apparaître la fonctionnalité trimestre. Là, ça ne nous apporte pas grand-chose, donc simplement en glissant, on peut l'enlever. Donc là, tout de suite, on voit que c'est un outil assez intuitif, réactif, et assez simple. On a plutôt l'habitude dorénavant de glisser des produits. Si on passe cette fois-ci, non plus aux dimensions, mais aux indicateurs qui se trouvent en dessous, là, il y a eu chez nous un premier débat avec les métiers. En fait, c'était le débat consistait est-ce qu'on liste l'ensemble des indicateurs, quitte à noyer un petit peu les métiers. Nous, on aime bien généralement conserver. Ou est-ce qu'on est pur? Donc, dans un premier temps, on a décidé de tout conserver. Par contre, on a trouvé un compromis pour que ce soit plus difficile. On a regroupé ça par thématique. Par exemple, là, on va retrouver tous les indicateurs qui concernent la téléphonie. Votre fonctionnalité, quand vous allez constituer votre tableau, par exemple, vous allez pas vous amuser toujours à le reconstituer. Donc, en fait, ici, tout en haut, si on remonte ici, alors je m'excuse pour les personnes qui sont distanciées. À chaque fois que vous allez faire un tableau, vous allez pouvoir l'enregistrer. Et quand vous allez l'enregistrer, soit vous avez décidé que c'est dans votre périmètre privé, il y a que vous qui avez accès à ce tableau, soit je le mets en vue publique. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a une plus-value pour l'ensemble des collaborateurs, je la mets en vue publique. D'accord? Donc là, on va cliquer sur annuler. Autre chose, pareil, le style, nous, sur l'ensemble de nos tableaux de bord, on a décidé d'avoir, en termes de mise en forme, un ADN commun à l'ensemble. Donc, on a élaboré un style qui repose sur le style de l'entreprise. Mais si je change, évidemment, vous voyez que ça modifie la mise en forme. Donc, en fonction, si vous êtes plusieurs clients, vous pouvez modifier le style. Donc, si je reviens sur mon cas d'usage, vous avez vu, il y a encore des options. Je peux agrandir, modifier la taille des colonnes. Il y a une option aussi que je vais absolument vous montrer, que c'est souvent demandé par les équipes métiers, qui ont besoin de faire des extractions. Alors, si je clique ici, vous allez voir qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Et au départ, ils ont besoin de faire des rendus vis-à-vis des clients. Et là, je peux exporter en PDF, en PPT, mais aussi au départ, j'ai besoin de croiser des données, d'extraire les données. Et là, je peux le faire sous format Excel, sous format CSV. C'est une possibilité qui est offerte pour les métiers. Si on repart sur notre cas d'analyse, donc là, j'ai comparé 2022-2023, tout va bien, a priori, ça augmente. Je vais me focaliser uniquement sur l'année 2023. On va réduire le périmètre. Ça va nous permettre de voir ce petit icône ici. Là, ici, j'ai toutes les notions de restriction de périmètre au niveau temporel. Donc, si je clique, moi, je veux plus l'année 2022, mais je veux que l'année 2023. Et vous avez vu tout de suite, de façon dynamique et réactive, le tableau se met à jour. Donc là, au niveau de l'analyse, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, on va avoir besoin d'aller à un niveau plus fin. Donc, cette fois-ci, on va basculer sur le suivi équipe. Tu veux montrer les graphiques d'abord ou pas? Oui, j'ai vu, c'est vous le travail en équipe. J'avais oublié ça. Effectivement, on laisse la possibilité aux collaborateurs métiers de choisir sa visite. Ici, on a un tableau
mais par contre, des fois, on a besoin, par exemple, d'avoir un camembert. Si j'ai que l'année 2023, mais par exemple, si je remets un film en remettant l'année 2022-2023, au premier coup d'œil, on voit qu'on dépasse allègrement le quart. Donc là, on est à 27, ici, on est à 22. Si, par exemple, je clique sur un histogramme, vous allez voir, tout de suite, de manière visuelle, on voit qu'en termes de volumétrie, j'ai le taux de dossier écho qui augmente. Même chose si je regarde. Allez, ici, je voulais juste vous montrer qu'en fait, là, je vous présente ça parce que tout est déjà préenregistré. Néanmoins, vous pouvez, de manière très rapide, modifier les champs et alimenter et modifier votre graphique. Pareil, si je vais sur les courbes d'évolution, on voit bien que la tendance générale est à l'augmentation. Donc, ensuite, les directives du codir. Si on va sur mon graphe de surface, encore une fois, c'est juste pour illustrer nos propos, vous allez avoir nos propositions. Si je fais une granularité plus fine, subjective, vous allez voir ici, cette fois-ci, je vais retrouver mes 8 équipes. On a à peu près une centaine de collaborateurs. Et sur ce premier graphique, ça vous indique une volumétrie, mais ça ne vous indique pas des tendances par équipe. Donc là, par exemple, si je change et je clique sur le deuxième, on va voir cette fois-ci un graphique où va apparaître le taux de dossier écho. Si le format ici est en constant, et si on compare par exemple sur la période, sur le mois de janvier, on voit qu'il y a des équipes qui sont à 29, d'autres qui sont à peu près dans la moyenne, mais par contre, il y en a d'autres qui sont à 17%. Donc là, on a une donnée qui peut tout de suite nous interpeller au niveau des métiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Orion. Orion, qui est une équipe qui est, en l'occurrence, à 17%. Et si on clique, on voit qu'effectivement, ils étaient certes à 17% au début, mais par contre, après, ils reviennent tout de suite à 29%. Donc, ils reviennent plutôt dans le haut de la moyenne, le haut du panier. Donc là, en termes de métier, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu un temps de latence en termes de formation, puisqu'ils ont été formés plus tard? Est-ce qu'il y a eu un turnover au niveau des équipes? C'est-à-dire qu'il y a peut-être 3-4 personnes qui n'avaient pas été formées sur ce nouveau process. Donc tout ça, après, c'est du côté du métier d'analyser ça. OK? Et je vais peut-être faire l'impasse. Alors, juste, donc, juste très rapidement, ici, c'est le requêtage en langage naturel. Si je tape, je veux un tableau. Et je veux le nombre de dossiers éco par équipe pour l'année 2023. Donc, essaye d'être le plus synthétique. Et quand on lance, vous allez voir que tout de suite, l'interface va vous proposer va vous faire des propositions qu'elle va elle-même scorer. Nous, en l'occurrence, la première nous semble pas mal. On va cliquer dessus. Et si on clique dessus, on a que Orion, c'est parce qu'on a un filtre ici. Donc, si par exemple on enlève le filtre, on va bien retrouver l'ensemble de nos équipes. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Alors, on n'a pas listé de manière exhaustive toutes les fonctionnalités. J'essaie d'aller à l'essentiel. Et je vais repasser la main à Céline. Merci beaucoup. On va vous parler sous cette démonstration. Si vous avez des questions, notez-les. On y reviendra juste après. On va juste vous parler un petit peu du projet, comment tout ça a été construit. Donc, on a commencé tranquillement en mars de cette année pour pouvoir mettre à disposition de nos premiers utilisateurs pilotes une première version dès fin juin. Donc, ça a été assez rapide. Le plus long, ça a été de mener les ateliers utilisateurs avec les métiers pour bien définir leurs besoins, les indicateurs et les périmètres qu'on allait choisir, les niveaux de granularité à mettre en place dans ce self-service et éventuellement faire des lotissements, parce que forcément, on ne peut pas répondre à tous les besoins tout de suite.
Voilà. Mais néanmoins, une fois que ce choix assez important des périmètres, des indicateurs a été fait, la conception a été très rapide grâce à Vidash. En quelques clics, on peut tout de suite proposer des choses à nos utilisateurs, leur montrer et faire des allers-retours ensuite en termes de recettes pour faire évoluer ce produit-là et qui répond correctement à leurs attentes. Donc, on va être maintenant sur septembre-octobre, sur une phase vraiment de déploiement où on va réfléchir à l'ouverture à de nouveaux utilisateurs de nos premières pages qui vous ont été démontrées à l'instant. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais juste revenir quelques minutes sur les risques qu'on avait identifiés sur ce projet, qu'il faut qu'on garde en tête, nous, en tant que développeurs, et nos utilisateurs aussi qui soient bien imprégnés de ça pour qu'on reste bien dans le droit chemin. Les besoins pérennes sont à remonter au data. Le self-service BI, on leur a ouvert pour pouvoir faire des analyses ponctuelles sur un temps donné. Si ce besoin devient récurrent, ça veut dire qu'il faut qu'ils industrialisent quelque chose, un dashboard, une database, et dans ce cas-là, ils doivent revenir vers nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faire attention aux vues publiques. Si tout le monde se met à créer des vues publiques à l'ensemble de l'entreprise sans vraiment réfléchir à une gestion de ces vues, on va très vite ne plus s'en sortir. Il va falloir vraiment réfléchir à comment gérer ce patrimoine. Et dans un premier temps, avec nos premiers utilisateurs, on a choisi de ne pas ouvrir cette option le temps que tout le monde se familiarise avec ça et qu'on trouve une gestion de ces vues publiques. Ensuite, comme dans tout projet data, la mauvaise interprétation des données, tant qu'on ouvre ces données à des utilisateurs, on a restreint le problème en offrant à des analystes qui ont déjà de l'appétence pour cette matière et avoir notre glossaire des indicateurs de Data Galaxy. Il faut vraiment qu'il soit utilisé par nos utilisateurs dès qu'ils ont une question de sémantique pour que tout le monde parle le même langage et qu'on ne se retrouve pas avec des graphiques qui sont autre chose que ce qu'on voulait. En termes de process, on en a déjà parlé un petit peu. L'idée, c'est que notre utilisateur soit complètement autonome sur son analyse. S'il a la moindre question, le pôle data est en support. S'il a besoin de revenir plus tard sur son analyse, il peut enregistrer son graphique, son tableau sur une vue privée qu'il retrouvera dans sa session. Cette vue privée, si à un moment donné, il a besoin de la diffuser plus largement, il va pouvoir utiliser les exports. Et s'il se rend compte que c'est vraiment un besoin de diffusion qui devient récurrent, à ce moment-là, ou un besoin pour lui-même vraiment d'analyse qui devient régulier, il va devoir passer par une demande d'industrialisation, faire un ticket vers notre pôle pour pouvoir industrialiser quelque chose. L'idée, c'est que les tableaux de bord soient quand même partagés au plus grand nombre. Et donc, passe par nous s'il y a un besoin récurrent. Et idem, s'il y a un besoin de développement sur la fonctionnalité de self-service et de nouveaux périmètres, ça va passer par le backlog data. Tout ça semble logique. En termes d'accompagnement, comme on vous a dit, on va vraiment y aller par étapes. Avec un lot pilote, c'est à 5 utilisateurs avancés. Donc, on a mis un maximum de contextualisation de nos graphiques dans DeepDash. Il y a vraiment des phrases qui expliquent pour les gens qui seraient nouveaux et qui auraient oublié la case formation. On leur fait du coup une démonstration et une phase de questions-réponses. Il y a eu de la recette métier sur tout l'été et on a fait un REX ensemble à fin août. Comme ça, on sait vraiment les points à améliorer qui sont notés dans notre feuille de route et on va pouvoir aller plus loin maintenant, réfléchir à comment élargir à plus d'utilisateurs avec un guide utilisateur, une formation initiale, bien sûr rester disponible et puis mettre en place des points réguliers et un REX avec tout le
monde, pour qu'on voit aussi comment des utilisateurs non analystes peuvent s'approprier cet outil et comment on va pouvoir les aider, nous, au mieux, pour vraiment se réapproprier leur. Voilà, voilà. Si tu veux faire un petit mot de conclusion. C'est en même temps. Oui, juste en conclusion, là, on vous a donné une lecture un peu singulière, celle-là de RMA. Évidemment, il y aura autant de self-service BI qu'il y aura d'entreprises, parce que les besoins métiers sont différents et les attentes sont différentes. Nous, il y a eu des parties pris, peut-être les vôtres seront différents. Néanmoins, ce qu'on souhaitait en venir à voir un champ de possibles. Et ce qu'on souhaitait montrer, c'était la capacité de cet outil de rapprocher la data du métier. Là-dessus, il y a beaucoup de plus-value à gagner. On gagne en termes de finesse d'analyse, en termes de réactivité. Et il y a des choses, des fois, des demandes légitimes d'indépendance et de souveraineté des métiers. Et là, on tend à répondre à cette demande des métiers. Donc là, on rapproche la data des métiers, mais aussi on essaye de réduire des fois l'écart qu'il y a entre le haut de la pyramide, c'est-à-dire la direction et le pilotage stratégique et les objectifs définis, et le pilotage opérationnel. Comment on s'assure qu'en termes de plan d'action, c'est bien mis en place sur le terrain. Et en regardant ici à travers ce cas d'usage, on a vu qu'on peut voir si c'est appliqué, voir par équipe si c'est appliqué de la même manière, et si ça ne l'est pas, pourquoi et comment on y remédie. Donc ça, c'est permis par le self-service qu'il a eu. Donc on va terminer sur ces jolies phrases. Et on va remercier le Salon de la Data de permettre de nous rencontrer, d'échanger. On va vous remercier d'avoir écouté avec attention, et on va remercier Picage de nous avoir permis d'avoir cette tribune. Et le hasard fait bien les choses, parce que vous avez le stand de Picage qui est juste à côté. Il nous reste peut-être quelques minutes de temps d'échange. Je vais prendre ça pour un. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Courage, n'hésitez pas à poser des questions. Alors la question, c'est est-ce qu'on avait un outil qui aille avant? Peut-être Clément ou Céline répondre à ça. Avant 2020, on était très sous-équipé chez RMA. Les bases qu'on utilisait étaient du Scrum Access et on avait un outil BI qui s'appelle Excel. On faisait tout en Excel et voilà. C'est pour ça qu'on a voulu s'équiper et en même temps que le CRM, donc on a choisi Dynamics, en même temps qu'on a mis ça en place, on s'est dit, bon, de toute façon, les bases d'access vont disparaître, on ne pourra plus les utiliser, on va désormais utiliser les bases Azure, donc on s'équipe aussi de notre côté, donc on a créé tout un style, et le choix après s'est porté sur l'équipage. On n'avait pas grand-chose. Donc, en fait, on a fait le choix déjà de s'équiper d'un outil et après construire nos bases. Ça, c'est un peu prépondérant. Voilà, on s'est fait aider d'un prestataire qui nous avait conseillé cette solution et je pense que c'est un bon compromis. Et du coup, on a benchmarké un peu, donc c'était en 2019, c'est ça, c'est le premier licence en 2020. Donc, en 2019, on a benchmarké, on a regardé ce qui se faisait, donc il y avait des tables qui sortaient. Power BI forcément, et d'autant plus parce qu'on avait fait le choix du coup du CRM Dynamics. On avait aussi étudié la solution TIPCO, son nom en tête. En tout cas, la shortlist s'est faite sur Power BI et Deep Dash. Et en fait, on a porté une chose sur Deep Dash. En tout cas, ce qui a porté défaut à Power BI, c'est le fait de pouvoir faire du bursting à l'époque. Donc, le bursting, c'est l'édition de reporting. Nous, on voit tous les mois des reportings à nos clients, les mutuelles, pour le reporting de l'activité qu'on fait pour leur compte. Et à l'époque, Power BI ne le proposait pas. Donc ça a été un peu rédhibitoire. Et puis, la relation s'est bien faite sur Cloud Catch. Et très content aujourd'hui. On ne regrette pas nos choix. Et j'espère qu'on va encore garder l'outil assez longtemps. D'autres questions?
ligne, les gars, il n'y a pas de question. Très bien, merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas, on va se mettre sur le stand si vous avez des questions un peu plus précises. Merci.